Tout le monde m'entend bien? Oui? OK. Parfait. Donc, merci à vous d'être présent aujourd'hui. Je suis très content de voir l'intérêt que les projets dans Commons suscitent. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, moi, le titre peut paraître pompeux et assez long comparé à Léakim tantôt, mais j'ai choisi ce titre-là parce que c'est le titre qu'on a présenté également au niveau du gouvernement pour le prix de l'IAPQ, donc je voulais vous le partager. Et il y a de la notion de collaboratif qui est importante pour nous, c'est-à-dire que oui, on verse du contenu, mais pas que. Donc, pourquoi vous allez en comprendre, en voir davantage dans la présentation. C'est très formel. Je vais vous expliquer rapidement BANQ en quelques chiffres. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent l'institution. Puis également, les réflexions qui nous ont amenés à développer des projets dans Wikipédia et dans Commons. Les réalisations qu'on a faites, des limites et des difficultés, puisque c'est beau, mais il y a des limites et il y a des difficultés à surmonter. Et les prochaines étapes dans les projets qu'on prévoit faire au cours des prochains mois ou années. Donc BANQ, c'est une institution de mémoire et de savoir, le patrimoine documentaire québécois, des millions de documents publiés ou non. Moi, je suis archiviste, donc je représente le A de l'institution et c'est finalement 66 km de documents textuels, donc de papier bout à bout. Et en termes de documents iconographiques, ce qui intéresse plus Commons de notre côté, c'est 19 millions de documents iconographiques. Donc BANQ, c'est également des professionnels, des collections, des activités, des lieux physiques. On est répartis sur l'ensemble du territoire québécois. Donc pour ce qui concerne les archives, on est 10 centres d'archives et notre implication se fait au niveau de la province, pas seulement à Montréal. En matière de réflexion, moi je suis rentré à BANQ en 2012. J'ai assisté au congrès des milieux documentaires cette même année-là. Et puis, on avait des réflexions, des constats d'archivistes qui j'étais en salle de consultation, donc on se rendait compte que les usagers en salle de consultation diminuaient. Où est-ce que ces usagers pouvaient aller, qu'est-ce qu'ils cherchaient, puis on n'était pas impliqués beaucoup dans les projets de mise en valeur à ce moment-là. Et j'ai assisté à une conférence au congrès des milieux documentaires de Thierry Carsanti et Gabriel Desmouchel qui expliquaient que les étudiants en ce moment ne sont pas dans des plateformes spécialisées. Ils sont sur le web, en ce moment à l'époque, déjà en 2012, mais ils sont sur le web et notamment sur Wikipédia. Puis là, nous, ça nous a allumé une petite lumière en disant, mais pourquoi nous aussi, on n'irait pas chercher ces étudiants-là, leur montrer qu'on existe en utilisant des plateformes qu'ils utilisent quotidiennement. Donc, on a décidé de se lancer dans des projets. Au départ, c'était davantage dans Wikipédia pour faire connaître les fonds qu'on possède. Donc, par exemple, sur l'article de René Lévesque, il n'y avait pas de source ou de référence aux fonds d'archives qu'on conserve dans l'institution. Donc, c'était la première porte d'entrée. Puis, par la suite, on trouvait que c'était une bonne idée également de proposer du visuel. Donc, la réflexion également portait sur une visibilité accrue du patrimoine québécois. Donc, on souhaitait diffuser nos collections. On avait déjà numérisé en ligne sur notre portail sur BANQ. Mais on voulait diversifier les stratégies de diffusion du patrimoine. Donc, il y a une création d'un blog. Puis, on a également choisi de s'orienter vers les plateformes comme Commons. Multiplier les points d'accès, c'était multiplier le potentiel nombre d'usagers. Et l'avantage des plateformes de Commons, c'est également l'internationalisation des métadonnées. Donc, pour nous, ça venait également dans la notion de référencement, c'est-à-dire qu'une référence dans Wikipédia, généralement, on est beaucoup plus visible dans les moteurs de recherche et donc visible sur Google essentiellement. Et les références dans notre base de données sortaient plus facilement. Wikimedia et BANQ, pourquoi? En fait, notre implication, c'est également un partenariat. C'est BANQ, mais c'est également l'ensemble des bénévoles de Wikimedia. On a travaillé en collaboration pour développer les outils et également des stratégies et beaucoup d'aides, conseils et de techniques qu'on ne connaissait pas à BANQ, qu'on a appris à découvrir, le langage wiki, qui est particulier en soi, mais qui est nécessaire de comprendre pour faire des projets. Donc, on a des points en commun, notamment la participation citoyenne. On souhaitait rendre disponible du contenu éducatif gratuitement à l'ensemble de la population comme Wiki. Et on possède également des professionnels dans notre institution de médiation documentaire, donc qui peuvent aider à citer des sources, etc. Donc, on trouvait que c'est des projets complémentaires. Du côté de BANQ, on s'est concentré sur 3 plateformes, donc Wikipédia, Commons et Wikisource. Aujourd'hui, je vais plus me concentrer sur Commons, bien sûr, mais je voulais vous mentionner que ces 3 plateformes-là sont utilisées par notre institution pour proposer des livres, notamment pour Wikisource ou de la correspondance qu'on retrouve dans des fonds d'archives.
Du point de vue de Commons, on a réalisé en ce moment 4 projets. Là, vous en voyez 3. Projet Félix Barrière, Champlain-Marcil et Conrad Poirier. Donc, ils sont des photographes qui sont conservés, les fonds sont conservés à BNQ. Pour le cas de Conrad Poirier et de Félix Barrière, c'est à Montréal. Et Champlain-Marcil, c'est à Gatineau. Et depuis, on a également lancé un projet avec le fonds du studio Livernois pour Québec, qui a été ajouté à peu près 700 photos au cours de la dernière année. Donc, dans le cas de nos projets, on propose du contenu, on fait de la sélection d'images, on verse des images dans Commons, mais ce qu'on appelle les participants, bien sûr, à catégoriser. Donc, la notion de catégorie, c'est de l'indexation, finalement, des photographies. À bonifier les descriptions, ça c'est quelque chose qui est possible dans Wiki, c'est un avantage d'une plateforme collaborative. Les usagers peuvent ajouter des dates, des noms, géolocaliser la photographie. Donc c'est quelque chose qu'on trouvait pertinent, quelque chose que nous n'avons pas dans nos outils institutionnels. Donc on peut faire participer les usagers de cette manière-là. Dans un premier temps, on ne pensait pas vraiment à la notion de collaboration, d'ajouter du contenu. Notre idée, c'était d'offrir la possibilité de documenter des articles de personnalités internationales ou québécoises, essentiellement des années 30, 40, parce qu'on savait qu'on avait du contenu sur ces personnalités-là, donc de pouvoir les ajouter dans des articles de Wikipédia. C'était vraiment l'idée de départ de Commons. Donc là, vous voyez par exemple une photographie de Tino Rossi, qui est utilisée, je pense, dans l'article, et elle permet aussi d'illustrer l'article du chef d'orchestre Jean-Marie Baudet. Donc, une même photo peut être utilisée plusieurs fois dans des centaines de langues s'il existe des articles sur Tino Rossi, ce qui est très probable. Du même point de vue, une photographie de Gabriel Roy, celle-ci c'est une des très connues, je pense qu'on retrouve dans l'exposition d'ailleurs sur Conrad Poirier, donc qui peut permettre d'illustrer l'article. Ça, c'est des personnalités connues, mais il y avait aussi l'idée d'aller chercher des personnalités peut-être moins connues. Là, vous voyez ici l'actrice Olivette Thibault. C'est sûr qu'on n'a pas forcément des portraits aussi bien définis, prévus pour Wikipédia dans le cas des fonds patrimoniaux qu'on conserve, mais c'était un point de départ. Et puis on a également Judith Jasmin. Des fois, c'est des choses beaucoup moins glamour, moins connues. Par exemple, là, ça permet d'illustrer les dames chinoises. Lors de notre projet, on a également travaillé de commun avec Benoît Rochon, qui est de Wikimedia, pour développer en fait notre propre modèle de description. Donc, c'est un modèle qui s'adapte, chaque institution peut développer le sien, l'adapter en fonction de ses réalités. Généralement, c'est quand même des modèles qui sont très similaires pour les institutions patrimoniales. Donc, on l'a adapté, puis désormais, il est accessible avec chaque photo. C'est un modèle qu'on a souhaité développer également pour avoir une marque propre à BNQ, mais aussi pour conserver des statistiques, parce que des statistiques, c'est important dans ce qu'on fait, puis montrer le nombre d'images qu'on a téléversées et le nombre de consultations. Je vais vous donner ça un petit peu après. Ce qui est intéressant également avec ces modèles, c'est que chacun peut aller, comme je vous disais, l'aspect collaboratif, donc bonifier, ajouter à la description d'origine que vous voyez à l'écran, une description qui est propre. Donc ça peut être, je vois tel individu sur la photo, par exemple, qui n'avait pas été décrit par les archivistes au moment du traitement. Également, les coordonnées de géolocalisation, on le voit à l'écran ici, peuvent être ajoutées et être affichées par la suite sur différents outils comme OpenStreetMap. Les projets en quelques chiffres, donc des 4 fonds qu'on retrouve actuellement, 4 principaux fonds, il y en a d'autres fonds plus petits. On est à 4000 photographies et documents sonores qui ont été sélectionnés par des archivistes et téléversés dans la médiathèque. On ne verse pas un fonds au complet, ça c'est des orientations qu'on a choisies. Il y a des institutions qui versent des quantités de documents, dans certains cas 50 000 fichiers. Nous, on a choisi de faire une sélection, de faire notre rôle, notre travail d'archiviste, de tri, de sélection, et de proposer ce contenu d'une quantité acceptable pour qu'il soit utilisé. De ne pas noyer les contributeurs dans une masse de documents importante. On avait vu ça au moment de nos réflexions, que les institutions qu'on avait versé 50 000, il y avait peu d'utilisation, peu de concret qui se faisait après avec ces fichiers-là. En termes de consultation, donc là, c'est un chiffre qui fait son effet généralement quand on le présente de notre côté, 153 millions. C'est le nombre de consultations d'articles de Wikipédia qui sont illustrés par des photographies de BNQ depuis 2014. Alors, on est plus généralement dans l'ordre de 150 000 quand on parle de statistiques en archivistique, mais là, 153 millions, c'est quelque chose.
Bien sûr, nous n'ajoutons pas de photographies dans des articles. C'est la communauté, c'est les individus qui le font. On propose du contenu uniquement. Donc, sans les contributions des bénévoles, des gens de partout à travers le monde, on n'aurait pas ces statistiques de consultation. Pour voir l'ensemble des projets de BNQ, on a créé une page qu'on appelle GLAM, où toutes les activités de l'institution sont listées. C'est une page que vous retrouvez sur le portail de BNQ également, on peut y accéder, il y a un lien directement. Les projets en cours, mais c'est aussi les activités autres que les projets de versement. Par exemple, on a des ateliers. Comme je vous dis que c'est un projet collaboratif, on fait des ateliers pour que les usagers puissent également s'impliquer. Donc, il y a des activités de formation qui sont faites conjointement avec nos partenaires, avec Wikimedia, avec l'ACFAS, avec la Fondation Nonegru, pour former les utilisateurs à Wikipédia, mais aussi à catégoriser les photographies. Donc en ce moment, on a 2 ateliers. Mardi, c'est Wiki qui se déroule à la Grande Bibliothèque, et on a également le pendant, jeudi, c'est Wiki à Québec. Donc, lors de ces ateliers-là, vous avez à chaque fois des professionnels de BNQ qui présentent les ressources de l'institution, mais qui peuvent donner des trucs et astuces également aux contributeurs pour l'expliquer, où aller chercher du contenu, comment ça fonctionne, etc., puis des petites choses techniques. On a également été très heureux d'être impliqué au moment de Wikimania 2017, où il a été organisé à BNQ Vieux-Montréal un scanoton. Donc, ce qu'on a fait dans les projets de versement, nous, on avait déjà numérisé dans nos collections des documents et des documents d'archives. Là, c'était l'idée de pouvoir impliquer la communauté. Les gens pouvaient venir numériser sur place dans nos édifices. Puis, par la suite, le but, c'était de verser dans Commons des contenus déjà ciblés par l'institution. On avait déjà fait en amont nos analyses de droit pour savoir si c'était un contenu qui pouvait être diffusé. Et donc, c'était une grande couverture médiatique, 120 participants. Encore là, on a été surpris du succès de l'initiative. On s'attendait à une trentaine de personnes, puis il y a eu plus de 120 participants. 500 images ont été téléversées au cours des 2 journées à peu près du scanoton. Ça nous a donné l'idée de poursuivre dans cette avenue-là. On a organisé l'an dernier, pour les Journées internationales des archives, un autre scanoton où il y avait à peu près une trentaine de personnes pour ajouter du contenu de la collection Massicotte. Donc, c'est généralement ce genre de versement-là, d'action. Les descriptions ne sont pas forcément là. Dans certains cas, ce sont des fonds qui ne sont pas traités aussi finement que les fonds que nous avons versés jusqu'à présent. On s'était vraiment concentré, nous, de notre côté, sur des fonds qui étaient traités à la pièce, donc qui permettaient d'avoir des métadonnées pour chaque image. Dans ce qu'on a pris comme orientation pour les scanotons, c'est quelque chose qui était moins décrit, donc plus flexible, plus de flexibilité également pour les usagers d'ajouter leur propre description. Je vous mentionnais, en 2016, on a fait le choix également de proposer notre projet au niveau du prix du rayonnement international de l'Institut d'administration publique du Québec, puis on a gagné le premier prix. Donc, c'est une belle reconnaissance gouvernementale pour nous et de montrer que les implications dans le milieu de la culture, c'était quelque chose d'important pour le gouvernement. Donc, on est très fiers de ça. Je vais maintenant vous parler des limites et difficultés pour nous. Quand on fait ce genre de projet-là, il faut avoir une communauté. C'est l'avantage de Commons et de Wiki. Il y a déjà une communauté existante qui est forte. Puis, il y en a plusieurs personnes ici qui comprennent ce que je veux dire. On peut compter sur ces personnes-là pour mettre en valeur les projets, les créer. La difficulté, c'est de pouvoir les attirer et les conserver. C'est pas tout le monde qui a du temps pour s'impliquer. Donc, l'idée, c'est de pouvoir les motiver. C'est pour ça qu'on a créé une page, la page GLAM, c'est pour qu'il y ait un espace de discussion. Les gens qui sont un petit peu perdus peuvent nous contacter et puis voir qu'est-ce qui se fait, prendre des exemples pour ensuite reproduire des projets similaires. Autre limite que j'appellerais la convivialité de l'outil. Commons, c'est quelque chose, quelqu'un qui n'est pas familier avec l'informatique, des fois, il y a quelques limitations, c'est pas si simple. Donc, moi, j'ai remarqué au cours des projets qu'il y avait une certaine limite à ce niveau-là pour aller chercher des usagers, des gens qui veulent participer, mais qui ne peuvent pas forcément, suite à la notion un peu austère, des fois, de certaines pages. Ça s'est bonifié à travers le temps, au niveau de Wikipédia, mais pour Commons, je trouve qu'il y a encore quelque chose sur cet aspect-là à faire. Limite et difficulté, le droit d'auteur, vous ne pouvez pas ne pas en parler. Oui, Samy, parfait. Vous ne pouvez pas ne passer à côté. Donc, lequel Wiki est sur une plateforme américaine.
Il y a des débats qui entourent cet aspect-là. Nous, le choix qu'on a fait, c'était de verser des documents du domaine public. Parce qu'on a des collections, on a des collections et des fonds sur cette période-là, des documents qui étaient déjà numérisés, donc c'était simple. On arrive maintenant à un débat, est-ce qu'on peut aller verser des documents dont les droits d'auteur appartiennent à l'institution, appartiennent à des tiers. Donc là, on se heurte aux contrats, aux conventions d'acquisition qu'il faut respecter. Donc c'est un point qui est important pour l'avenir. Un équilibre à trouver, c'est quelque chose qu'on trouve important au niveau de Poirier. Par exemple, on a mis à peu près, je pense, 10% du fonds dans Wikimedia, dans Commons. Donc, l'idée, c'est de promouvoir le fonds, d'ajouter du contenu qui peut être utilisé, mais on ne veut pas non plus que l'ensemble d'une collection se retrouve dans Wikipédia, puisque notre mission, c'est aussi de pouvoir la conserver. Donc, c'est quelque chose qui a un juste équilibre à trouver. Perspective d'avenir, on continue à mettre du contenu. Je vous parlais tout à l'heure du fonds Livernois. On va ajouter une deuxième phase à ce fonds au cours des prochains mois, notamment tout ce qui est photographie de personnalité, de portraits. Donc, Livernois, c'est un fonds de la fin du 19e siècle, essentiellement au début du 20e, donc ça va couvrir une bonne période. Et puis, à Québec, on continue les jeudis, c'est Wiki, donc les archivistes qui permettent d'aider les usagers qui veulent contribuer. Et maintenant, on a également, en plus des projets, notre volonté, c'est d'élargir la communauté. Donc, on discute beaucoup avec des professionnels du milieu archivistique pour leur expliquer nos projets, puis leur donner des idées, puis promouvoir ces projets-là, puis leur dire que ce n'est pas forcément une question de ressources énormes, ça peut être fait avec des ressources assez minimes. On participe à des colloques, à des études, et on souhaite également développer des projets, participer à la création d'outils pour simplifier les versements de documents. C'est quelque chose qui est encore assez artisanal là, de notre côté, les copier-coller, etc., mais il y a des outils de versement qui peuvent être développés. Et à ce sujet, on a été impliqué on a été approché par l'Institut, la Direction nationale du patrimoine de Suède, qui elle aussi veut développer ce genre de projet-là, nous pose des questions à savoir si on serait heureux d'avoir un outil pour faire des téléversements. La réponse est oui. Donc, nos pratiques en ce moment sont beaucoup concentrées sur l'aide conseil puis le développement de la communauté. Voilà, je vous remercie.